seulement je pense, mais c'est un fait établi, qu'il est clair que l'alimentation a un effet direct et probablement un des effets les plus importants, encore presque plus que en fait, pas presque, énormément plus que l'air qu'on respire. Les aliments qu'on ingurgite sont beaucoup plus importants. C'est beaucoup plus important que notre hérédité. L'hérédité, on la voit souvent comme étant une épée de Damoclès, d'autant plus qu'on ne peut rien y faire. On a les parents qu'on a, on a l'hérédité qu'on a. Mais le fait d'avoir une certaine hérédité ne veut absolument pas dire qu'on va nécessairement souffrir d'une maladie X, Y ou Z. Et le fait de modifier son alimentation a des impacts directs, et ça a été prouvé à plusieurs reprises, à la fois dans le cancer, à la fois dans la maladie cardiaque. En fait, dans toutes les maladies dégénératives, il y a des tonnes d'études qui sont sorties et qui démontrent hors de tout doute que oui, l'alimentation a un effet direct sur la santé humaine et évidemment par corollaire sur la maladie. Il y a un phénomène qu'on appelle la bioconcentration et le phénomène est le suivant. À la base, on va parler par exemple de l'arrosage dans un champ et il va y avoir une concentration X dans un aliment, dans un être quelconque, un être vivant, mettons une plante, ou dans l'eau d'un lac. Si on prend l'exemple de l'eau d'un lac, on peut penser par exemple, l'eau d'un lac va être filtrée par un plancton, par des algues. Ces algues-là vont être mangées par les poissons. Les poissons vont être mangés par certains plus gros poissons ou par certains oiseaux. Et à chaque fois qu'on monte d'un niveau dans la chaîne alimentaire, on obtient une concentration de 10 à 100 fois selon l'organisme ou selon les tissus. Les pesticides ayant tendance à s'accumuler dans les gras. C'est entre autres une des raisons pour lesquelles les gens qui vont avoir des pertes de poids extrêmement rapides, qu'on déconseille d'ailleurs, comme les pesticides se concentrent dans les gras, ces gens-là, en perdant une masse graisseuse de façon extrêmement rapide, mobilisent à ce moment-là des pesticides en circulation, les ramènent en circulation. Ces pesticides-là se retrouvent en grande quantité et vont avoir une action toxique directe à la thyroïde et peuvent entraîner des phénomènes d'hypothyroïdie chez des gens qui feraient des régimes extrêmement drastiques, draconiens et mauvais d'ailleurs. Je suis un peu loin de la bioconcentration, mais l'élément m'est venu par la concentration dans les gras. L'élevage moderne, d'une part, et la monoculture d'autre part, oblige, surtout chez les animaux et autant chez les poissons d'élevage aussi, à une utilisation extrêmement importante de pesticides. Alors, le tableau est à peu près le suivant. On prend des animaux à qui on injecte des hormones pour les inciter à manger, à qui on donne des antibiotiques pour modifier leur flore intestinale et permettre une meilleure absorption des nutriments, qu'on nourrit avec du maïs, par exemple, qui a été génétiquement modifié et lui-même extrêmement riche en pesticides. Ces animaux-là vivent dans des conditions de promiscuité extrêmement intenses. Vous irez visiter par exemple, un élevage de poulets moderne. C'est assez épeurant de voir la quantité. Ces animaux-là ne sont pas fous. On doit d'ailleurs leur couper le bec pour éviter qu'ils se mutilent tellement ils sont dans des conditions incroyablement mauvaises. Et on doit arroser donc les enclos, les endroits où ces animaux-là vivent, de pesticides qui sont absorbés par les voies respiratoires, par la peau de l'animal et qui se rajoutent à ce que l'animal a ingurgité. Et tout ça, ça se concentre dans les tissus des animaux qu'on finit par abattre et qui finissent dans nos assiettes. Fait que ça a un impact direct. Ça a aussi un impact. Effectivement, il existe des substances qu'on injecte aux animaux et qui vont les calmer et qui vont leur permettre de mieux absorber les nutriments. On leur donne aussi des antibiotiques, pas nécessairement parce qu'ils sont malades, mais surtout dans le but de modifier la flore bactérienne de leur intestin et de favoriser une meilleure absorption des nutriments, de façon à ce qu'ils grossissent plus vite pour pouvoir être conduits plus rapidement à l'abattoir. En théorie, il y a un délai qui doit être respecté et ce délai-là dit par exemple qu'il ne faut pas me prendre au jour près, là.
on ne peut pas abattre un animal 15 jours après une dose d'antibiotiques, de façon à ce qu'il n'en reste plus. Mais quand la Commission européenne est passée au Canada vérifier l'état de nos bœufs, et ça c'était avant le scandale de l'unique vache folle qu'on a eu dans l'Ouest, bien avant, il était venu et cette Commission européenne-là avait découvert 3 niveaux de « il n'y en a plus ». Le premier niveau est le plus rare, c'est « il n'y en a vraiment plus ». Le deuxième niveau, c'est « il n'y en a franchement pas beaucoup », fait qu'on va dire qu'il n'y en a plus. Puis le troisième niveau, c'est « nous autres, le fonctionnaire, on vous dit qu'il n'y en a plus, même s'il y en a, fait qu'il n'y en a plus ». Et c'est beaucoup plus commun qu'on pense. Et ça se ramasse dans l'alimentation humaine, au point où, dès qu'on introduit un aliment, un antibiotique pour usage vétérinaire, dans un délai extrêmement court, on voit apparaître des résistances à cet antibiotique-là chez les humains. Pourtant, on dit souvent que c'est testé en laboratoire avant de donner ça à l'homme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est absolument vrai. La plupart des tests se font sur des animaux. C'est rassurant pour les humains et en même temps, c'est épeurant. Épeurant pour la raison suivante, c'est que un humain, c'est pas un rat, puis c'est pas un lapin. Chaque espèce animale a son propre système d'enzymes. D'un humain à l'autre, il y a une différence. D'un sexe à l'autre, il y a une différence. Et dans le même sexe, on va voir des différences. Certaines substances, certains médicaments, par exemple, chez l'humain, la demi-vie, c'est-à-dire le temps que ça prend au corps à se débarrasser de la moitié d'une dose donnée. La demi-vie chez l'humain peut varier, par exemple, pour un médicament X, de 50 à 150 heures. Chez une souris, ça peut être de l'ordre de 4 heures pour la même substance. Certains animaux sont beaucoup plus résistants que d'autres à certaines transformations. Et le fait de dire que c'est sécuritaire chez l'animal, ça nous dit juste que c'est sécuritaire chez cet animal-là. Ça, malheureusement, la plupart du temps, on ne peut rien conclure de la sécurité chez l'humain à cause des différences majeures dans les différences enzymatiques. C'est aussi néfaste en agriculture, effectivement. J'imagine que quand on voit ce genre de décisions-là qui sont prises, on dit qu'il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel où des gens commencent à comprendre que non, les pesticides, c'est pas banal et il faut comprendre qu'un pesticide, c'est une substance toxique. C'est une substance qui tue et que cette substance-là, elle n'est pas banale. Et je pense que c'est peut-être mieux d'avoir 3 pissenlits sur son gazon qui font en passant d'excellentes salades, plutôt que... C'est quoi une mauvaise herbe, dans le fond? Le pesticide sert à éliminer une plante qu'on appelle une mauvaise herbe parce qu'on a décidé qu'elle n'était pas utile à l'humain. Elle peut être utile dans l'environnement, mais elle n'est pas utile à l'humain. Donc, on a inventé des substances qui servent à empoisonner ces trucs-là. Mais ces substances-là ne font pas juste empoisonner ces trucs-là, ces substances-là pénètrent dans le sol et finissent par arriver dans notre assiette. C'est le retour du balancier qu'on reçoit au travers de la mâchoire, malheureusement, et avec des effets assez importants. Alors, d'avoir éliminé ou de vouloir éliminer presque partout l'usage cosmétique des pesticides et des herbicides, c'est très bien. Mais c'est un seul pas. Avant qu'on ait réussi à le faire en alimentation, il y a encore beaucoup de pas à faire. Mais de dire que c'est la seule façon de faire l'agriculture, c'est faux. Et je pense notamment aux Européens qui, de plus en plus, travaillent à augmenter la surface du territoire agricole biologique. Je pense qu'on pourrait suivre ce mouvement-là et il faut qu'on le suive. Les coûts reliés à l'utilisation des pesticides, on ne compte pas dans ces coûts-là la détérioration de la qualité de l'eau, l'apparition des multiples maladies chez les humains. C'est comme pas comptabilisé. Donc, ça fait des profits dans les poches de certaines grosses compagnies. Et on oublie que les écosystèmes ont des capacités remarquables à s'habituer. Et on utilise énormément plus de pesticides qu'on en utilisait en 1940 au début de leur introduction. Et pourtant, le nombre de récoltes détruites par les insectes est plus grand qu'il était auparavant. Parce que la quantité d'insectes résistants à beaucoup de pesticides
a décuplé aussi, a été augmenté. Les insectes se reproduisent beaucoup plus rapidement que les humains. Donc, leur capacité à modifier leur bagage génétique, à s'adapter à un agresseur, devient de plus en plus grande. Ce qui fait qu'il faut qu'on sorte des poisons de plus en plus importants auxquels, de toute façon, ces insectes-là vont finir par devenir résistants. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'on ne fait pas fausse route et que plutôt que de remplir les poches de grosses compagnies, ce serait peut-être pas une bonne idée de chercher des voies alternes, d'utiliser, par exemple, les insectes pour combattre les insectes. Et il y a des exemples qui ont déjà été utilisés dans le passé avec de bons résultats. Et ça pourrait certainement se faire encore et être étudié. Évidemment, ça met moins de profit dans la poche de certaines personnes, mais il faut regarder aussi à qui est-ce qu'on veut faire du bien, à la société ou à quelques individus. Et je pense que là, la société devrait l'emporter, assez clairement. Nos enfants, en tout cas, méritent ça. On peut faire autrement et aussi bien, parce qu'on ne parle pas d'un retour en arrière. Quelqu'un disait, je ne me rappelle plus qui, je vais nommer quelqu'un sans nommer ma source, qui était pour un Québec vert, mais pas pour un Québec légumes. Je pense que je suis d'accord avec cette chose-là. Sauf que le fait d'être bio, de vouloir faire sans les pesticides, sans les herbicides, je ne pense pas que c'est faire un Québec légumes. C'est au contraire de faire un Québec vert et de faire un Québec intelligent. On peut faire, et on peut faire très bien. Et c'est un mensonge que de dire que sans les pesticides, l'humanité va crever de faim. C'est faux. L'humanité ne crevait pas de faim avant les pesticides, puis on détruit autant de récoltes maintenant que les pesticides sont là. Fait qu'on peut faire autrement. Il va juste falloir qu'on s'attelle sérieusement. Et ça devient une décision politique. Ce n'est pas... On n'a plus à faire la démonstration que ces choses-là se peuvent, que ces choses-là existent, que ces choses-là sont bonnes. Et que ces choses-là sont efficaces. On le sait. Mais il y a des lobbies, il y a des groupes de pression extrêmement puissants qui sont habitués de faire de certaines façons. Les cultivateurs qui sont de bonnes gens et des gens qui sont, je dirais pour la très grande majorité, extrêmement consciencieux et qui aiment faire un bon métier, vont donner au consommateur ce que le consommateur demande. Si le consommateur dit « Moi, je ne veux plus d'aliments OGM, moi, je ne veux plus d'aliments arrosés de pesticides, d'herbicides, d'antibiotiques. Moi, je ne veux plus d'aliments irradiés. Ou au moins, je veux qu'on me donne le choix. Je veux un étiquetage précis et qu'on m'explique. À ce moment-là, je pense qu'on va donner au consommateur ce que le consommateur veut. On a le pouvoir dans notre assiette, il faut simplement qu'on l'exprime et qu'on le dise. Et je pense que c'est un peu mon travail et le travail d'un peu des gens qui sont impliqués dans ce milieu-là, que de sensibiliser les gens et de leur expliquer. On convainc les gens un à la fois et l'effet se fait par boule de neige et je pense que c'est important. On a malheureusement développé en Amérique du Nord un réflexe pilule et on a oublié le retour à la base qu'il va falloir qu'on fasse à un moment donné. Il y a énormément de gens à qui j'explique les principes, par exemple, d'une saine alimentation et qui préfèrent continuer à mal manger et mal se nourrir et à ne pas faire d'efforts ou d'activité physique et prendre des pilules. C'est un réflexe qu'on a inculqué chez les gens, mais ça devient un coût de société qui devient énorme. C'est pas vrai que tous les gens sont fermés, loin de là. Beaucoup de gens sont très ouverts et très intéressés et il y a un intérêt de plus en plus important pour les aliments biologiques. Et je pense que c'est tout à fait justifié. C'est un secteur en croissance qu'il faut qu'on continue à encourager parce que, d'après moi, ça va être la seule façon d'arriver à obtenir à éviter, en fait, qu'on voit se produire l'épidémie qu'on pressent de plus en plus de maladies génératives, d'obésité, de maladies cardiaques, de cancer. Ça ne sera pas beau dans 20 ans. J'ai vu un changement incroyable dans ma pratique dans les derniers 20 ans. J'ai pas l'impression que les prochains 20 vont être tellement jojo s'il ne se passe pas quelque chose. D'où le fait que j'ai décidé de partir en croisade contre certaines substances et pour d'autres façons de faire qui, je pense, sont la solution.
On sait maintenant que aussi jeunes que 15 ans, les adolescents ont déjà dans leurs artères coronaires des dépôts des plaques de cholestérol qui sont en train de se déposer aussi jeunes que l'âge de 15 ans. Et c'est de plus en plus jeune. On sait qu'il y a de plus en plus d'obèses, on sait, et de plus en plus jeunes. On voit des diabétiques de type 2, qui est du diabète adulte chez des enfants de 3 ans. Ce sont des choses incroyables qui ne devraient pas être vues, et ça va prendre un coup de barre. Et ce coup de barre-là, ça va être une décision politique. Mais la décision politique va se faire s'il y a un besoin, s'il y a une demande venant de la population. On se rend compte que tous les troubles de santé presque de l'homme moderne ont un lien direct avec l'alimentation, que ce soit l'obésité, le diabète, les maladies de cœur, le cancer, les maladies respiratoires, les allergies, l'arthrite, l'asthme et toute une série d'autres maladies un peu plus compliquées. Si l'alimentation est si importante pour la santé, ce n'est pas tout le monde qui a réalisé que l'alimentation la qualité de l'alimentation est directement liée au type d'agriculture qu'on pratique. En d'autres mots, il y a un lien direct entre l'assiette et l'agriculture. Et comme on ne sait presque plus qu'est-ce qui se passe en agriculture, la plupart des consommateurs urbains sont restés avec une image assez bucolique de l'agriculture quand ils allaient sur la ferme de leur grand-père ou de leur oncle, etc. C'est très inquiétant parce qu'on ne sait plus comment sont cultivés nos aliments, comment sont élevés les animaux qu'on mange. Monsieur Yves Gagnon, qui a publié lui aussi une 3e édition d'un livre qui est bien connu pour les agriculteurs biologiques, qui s'appelle La culture écologique, qui est une sorte de Bible, écrit dans l'introduction de sa 3e édition, j'ai constaté la dépendance de l'agriculture moderne aux engrais et aux pesticides de synthèse et les conséquences de leur emploi sur l'environnement et sur la santé humaine. Ça a été depuis la 1re édition. Je me suis rendu compte que l'industrialisation du secteur agroalimentaire avait, depuis la Seconde Guerre mondiale, entièrement métamorphosé la nature intrinsèque de notre nourriture. Les engrais chimiques ont modifié la composition chimique des aliments. Les insecticides, fongicides et herbicides ont contaminé tous les écosystèmes de la planète. Les agents de conservation et autres additifs ajoutés à notre nourriture à des fins de commercialisation ont haussé la quantité de substances chimiques que nous absorbons. Et la transformation industrielle des aliments a détruit le peu de vitalité qu'ils pouvaient encore receler. Et plus récemment, on s'est lancé à la transgénèse, les aliments transgéniques. En 2002, 58,7 millions d'hectares ont été ensemencés avec des OGM, alors qu'on ne connaît même pas les impacts de ces plantes sur notre santé et sur l'environnement. Et ce n'est pas uniquement en invitant les consommateurs à mieux choisir leur nourriture, à trouver des endroits où aller se chercher quelque chose qui a du goût et tout ça, qu'on va régler le problème, malheureusement. C'est un élément majeur, mais il faut plus que ça. Il faut s'attaquer au modèle d'agriculture qui s'est développé à notre insu, comme dans beaucoup d'autres domaines depuis 50 ans. L'industrialisation de l'agriculture. Si le sol est en santé, les plantes vont être en santé, les animaux qu'on nourrit avec ces plantes-là ont plus de chance d'être en santé, et les humains qui se nourrissent de tout ça ont plus de chance d'être en santé. Mais si les sols sont carencés au départ, toute la chaîne alimentaire, jusqu'à nous, le devient. Le deuxième, c'est la mondialisation, et je viens presque d'en parler. C'est-à-dire que
parce qu'on veut que les aliments agricoles soient alimentaires, que les productions alimentaires soient considérées comme des autos, comme n'importe quel objet commercial, produit commercial. On veut les introduire dans les ententes de libre-échange et on veut qu'elles circulent librement, sans frontières. Alors, le résultat est évidemment, on détruit de cette façon-là les agricultures locales, les agricultures nationales. En janvier, une section de l'entente de l'ALENA entre le Mexique et les États-Unis est entrée en vigueur et elle autorise l'exportation, c'est-à-dire elle supprime les tarifs qui empêchaient le maïs américain de rentrer au Mexique. Le Mexique était autosuffisant en maïs et cultivait 300 espèces de maïs. Et le maïs était à la base même de la culture mexicaine, alimentaire, la tortilla. C'est fait avec la farine de maïs. En l'espace de quelques mois, il est entré au Mexique des millions de tonnes de maïs transgénique américain. Et des milliers de paysans mexicains ont été incapables de vendre leur production parce qu'ils n'étaient pas capables de payer le prix. Ont dû abandonner leurs terres, ont pris du chemin. Il y en a qui se sont suicidés. Il y a eu toutes sortes d'histoires. Et les 300 espèces de maïs vont être rapidement remplacées par 2-3 espèces de maïs transgéniques. Si vous ne contrôlez plus votre agriculture, vous ne contrôlez plus votre alimentation et vous ne contrôlez plus votre territoire. La notion même de pays a de moins en moins de sens. Alors, l'agriculture, plus elle va se mondialiser, plus on va faire tomber les barrières qui protègent les agricultures nationales, plus elle va tomber entre les mains de quelques grandes multinationales. Alors, l'OMC est donc une menace très évidente sur votre assiette et l'assiette de la majorité des gens. Monopole syndical. L'UPA, vous imaginez facilement que ce monopole-là, ce syndicat monopolistique, contrôle du même coup les politiques gouvernementales en agriculture. Plus vous en faites, plus vous en avez. Et on ne fera pas tomber ce monopole-là qui est, à ce que plusieurs ministres nous ont dit, le lobby le plus puissant auprès du gouvernement. On ne le fera pas tomber si on n'a pas un peu partout des associations, des personnes, des mouvements qui se lèvent et qui disent il faut briser ce monopole-là si on veut sortir de la marginalité, la production alimentaire et la mise en marché d'aliments différents. Nous, on dit, le slogan de la campagne qu'on fait, c'est il faut redonner aux agriculteurs la liberté de choisir leur syndicat de façon à avoir un droit de produire autrement et un droit de manger autrement. On est le seul cas à date qui tente de cette expérience-là, d'asseoir à part égale, dans un même syndicat, les gens qui produisent la nourriture, les gens qui la consomment, les gens qui la transforment, à condition, bien sûr, qu'ils soient d'accord avec une orientation bien précise, qui est celle que je viens de vous expliquer. Et à ce moment-là, nous, on pense que s'il n'y a pas cette alliance-là avec les citoyens, on ne sera pas capable de faire un contrepoids à l'agriculture industrielle qui est soutenue par tout le lobby industriel agroalimentaire et la machine de l'OMC. Bien, moi, j'ai étudié dans le domaine de l'hôtellerie et puis, après avoir terminé ma formation en hôtellerie, j'ai occupé plusieurs fonctions comme assistant-chef dans des restaurants, d'hôtels, petits restaurants aussi. Et je me suis rendu compte que la matière première avec laquelle on nous faisait travailler était toujours de nature industrielle, de façon évidemment à réduire les coûts de production.
Et je me suis rendu compte que ces aliments-là étaient insipides, c'est-à-dire que leur goût était très banal, très standardisé, très uniformisé, et que c'était très difficile de faire de la véritable gastronomie avec ce type d'aliments-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'intéresser à la production alimentaire, donc à l'agriculture. Je suis parti avec ma conjointe dans l'Ouest canadien pour une période de 3 ans. On a travaillé sur plusieurs fermes fruitières et maraîchères. C'est là qu'on a constaté à quel point la production alimentaire était dépendante des intrants chimiques, donc engrais de synthèse, pesticides de toutes sortes, fongicides, insecticides, herbicides. Mon patron vaporisait ses vergers 25 fois par saison, donc c'était plus qu'une fois par semaine. Et évidemment, quand on travaille dans un tel milieu, on est en contact continu avec ces substances toxiques-là. Et on perçoit très bien la toxicité des pesticides par des irritations sur la peau, des brûlements sur la langue, des nausées, des étourdissements, etc. Donc, on se rend compte que pour produire la nourriture aujourd'hui, on travaille véritablement avec des poisons. Alors ça, c'est un choc. Il y a un deuxième choc aussi, c'est qu'on se rend compte que ces aliments-là sont vendus à des gens qui ne sont pas conscients du tout de la présence de ces substances toxiques. Et par exemple, au kiosque de fruits et légumes de mon patron, il y avait une famille qui descendait, ils prenaient un panier de pêche, un panier de pommes, puis ils donnaient les fruits à leurs enfants qui commençaient à les croquer sans penser à les laver. Alors, on n'était pas à l'aise dans ce commerce-là, d'offrir aux consommateurs un produit qu'on savait potentiellement dangereux pour leur santé. Alors, on a commencé à se poser beaucoup de questions, aussi en constatant l'impact qu'avaient ces vaporisations-là sur la biodiversité du milieu. Quand on a commencé à utiliser des pesticides, on pensait avoir réglé tous les problèmes en agriculture parce qu'on ne se rendait pas compte qu'un jour, ces pesticides allaient devenir moins efficaces, que les insectes allaient s'adapter aux pesticides. Alors, si on prend l'exemple du DDT qu'on a commencé à utiliser en agriculture après la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, c'était d'une efficacité prodigieuse. Je veux dire, mais ça cachait d'autres choses qu'on ne connaissait pas à ce moment-là. Mais le DDT était extrêmement économique à produire. Et puis, quand on l'a appliqué sur des cultures qui étaient infestées, on a éliminé complètement le ravageur à problème. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on éliminait une foule d'autres insectes qui, eux, étaient très importants pour l'équilibre du milieu. Alors, en utilisant des insecticides, on déséquilibre le milieu, on mine sa capacité de s'auto-réguler par lui-même. Et à force de travailler avec des pesticides, on finit par créer un milieu stérile qui devient extrêmement vulnérable, finalement. L'agriculture biologique a toujours existé, sauf qu'on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. C'était l'agriculture traditionnelle. Je veux dire, nos ancêtres travaillaient toujours de façon biologique. Ils pratiquaient la rotation des cultures, la fertilisation organique, le contrôle naturel des ravageurs aussi, puisque les pesticides n'existaient à peu près pas. Alors, l'avènement de l'agriculture industrielle, c'est un phénomène extrêmement récent dans l'histoire de l'agriculture. Ça dure peut-être depuis 50, 60 ans. Quand on a constaté les limites de cette agriculture industrielle, il y a plusieurs individus qui se sont réintéressés à une agriculture qu'on pourrait qualifier de naturelle. On l'appelle la biologique, mais c'est une agriculture qui est naturelle, qui se fait en collaboration finalement avec le monde vivant. Et grâce à la technologie, grâce à toutes les informations qu'on a acquises ces dernières années sur le plan scientifique, sur le plan technique, on a pu améliorer, si vous voulez, cette agriculture traditionnelle qui se pratiquait il y a 50, 100 ans. On a pu l'améliorer, la raffiner et faire en sorte qu'on a une agriculture biologique aujourd'hui qui est devenue extrêmement performante et qui nous permettrait sans aucun doute de nourrir adéquatement la population de la planète, s'il y avait une volonté politique et économique pour arriver à cet objectif-là. Les gens qui vivent en milieu urbain sont
extrêmement déconnectés de la terre et de l'agriculture, donc. Et ils ne se rendent pas compte du tout de l'importance du débat actuel sur l'agriculture industrielle et le génie génétique. À mon sens, à moi, on est en train d'assister à une prise de contrôle par 3 ou 4 sociétés de tout le système de production alimentaire sur la planète. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est des pouvoirs qui sont démesurés quand on sait qu'elles sont aux mains de sociétés dont le seul objectif, c'est de la rentabilité et le profit. Bien, moi, je suis convaincu que l'agriculture biologique, c'est l'agriculture de l'avenir et que si on veut qu'il y ait une suite au monde, il va falloir que la conscience des individus de la planète change. Et si cette conscience-là change, c'est clair que les gens vont tous se mettre à l'agriculture biologique. Moi, je pense que la consommation d'aliments biologiques, c'est un symptôme d'une conscience chez le consommateur. Et les gens qui consomment des aliments biologiques, c'est des gens qui ont à cœur, oui, leur santé, mais qui ont à cœur aussi la survie de la planète, parce que par ces choix-là de consommer des aliments biologiques, ils vont encourager des gens qui prennent soin de la planète, souvent à des centaines de kilomètres de chez eux, mais ce lien-là est très important à comprendre et il faut travailler à encourager les gens qui, à la campagne, se battent pour bonifier, vitaliser le milieu. L'agriculture biologique est plus chère actuellement parce qu'il n'y a pas de véritable volonté politique de la soutenir. Ceux qui sont au poste de contrôle refusent l'agriculture biologique parce que ça mine leurs privilèges d'une certaine façon. Mais à partir du moment où les politiciens vont vouloir vraiment encourager l'agriculture biologique, moi je pense qu'on va arriver à des coûts de production relativement similaires que l'agriculture industrielle, qui est extrêmement subventionnée à l'heure actuelle. Bien, pour avoir droit à leurs privilèges, les crédits taxes, tout ça, je pense que les gros producteurs n'ont presque pas le choix d'être membres de l'Union des producteurs agricoles. Mais l'Union paysanne fait actuellement campagne pour être reconnue comme syndicat. Et j'espère que dans un futur assez rapproché, on va pouvoir, en étant membre de l'Union paysanne, de bénéficier des mêmes privilèges qu'en étant membre de l'Union des producteurs agricoles. Ça serait tout à fait logique, parce que l'Union paysanne représente un courant qui est de moins en moins marginal au Québec, des gens qui veulent revitaliser les campagnes, revitaliser l'agriculture, revitaliser les sols. Et moi, je ne suis pas membre de l'UPA. Je veux dire, on est des petits producteurs, on n'a pas besoin des avantages reliés à l'appartenance à l'UPA. Je suis membre de l'Union paysanne et je milite pour que l'Union paysanne soit reconnue comme un syndicat qui serait égal à l'UPA. Mais moi, je crois qu'avant toute chose, dans chaque pays, on devrait viser l'autosuffisance alimentaire. Bon, bien sûr, il y a dans certains pays, on ne peut pas arriver à tout produire. Comme au Québec, c'est pas un milieu très favorable, par exemple, à la production de blé. Alors, il est un peu normal qu'on importe des céréales de d'autres provinces. Mais avant toute chose, je crois que chaque pays devrait viser l'autosuffisance alimentaire, devrait essayer de développer des aliments adaptés aux conditions climatiques du milieu, de façon à répondre plus adéquatement aux besoins physiologiques des individus qui vivent dans ce pays-là. On devrait normalement se nourrir de ce qui pousse autour de chez soi. Alors, ici, au Québec, la céréale par excellence, ça serait le sarrasin, ça serait le seigle, un peu comme dans les pays nordiques en Europe. Mais, je veux dire, à cause du commerce international, on s'est habitué à manger du riz, à boire du café, à manger des bananes puis des ananas. Donc, sans nécessairement se priver totalement des aliments exotiques, on devrait faire en sorte que notre alimentation de base repose
sur des matières, des aliments qui poussent dans notre environnement immédiat. On s'en porterait beaucoup mieux. Pas tellement. Je pense que dans un certain milieu, oui, mais je dirais que la masse des individus ne se pose pas trop de questions sur la provenance des aliments et je crois qu'on doit travailler très fort à sensibiliser les gens sur l'origine des aliments qu'ils consomment. Mais de plus en plus, je pense que les gens qui travaillent dans le domaine de l'information et des communications essayent de sensibiliser les gens à ces aspects-là. Et on peut aussi parler de la mode des aliments du terroir. Je pense que c'est très sain de développer des aliments fins liés à une culture régionale. De cette façon-là, les gens vont se mettre en contact avec les producteurs parce qu'ils aiment ça aller chercher leurs différents produits. Ça, c'est quand même une tendance, là, les 10 dernières années. Les gens apprécient aller chercher pendant l'été leurs petits fruits, leur miel, leur ail chez les producteurs. Et je pense que la terre a avantage, va bénéficier d'un rapprochement entre le consommateur et le producteur. L'agriculture biologique nécessite, à mon sens, une plus grande compréhension des phénomènes écologiques, c'est-à-dire des interactions entre tout ce qui compose le milieu. Donc, règle générale, la personne qui pratique l'agriculture biologique est une personne plus curieuse, plus intéressée par le monde vivant. C'est souvent des gens qui ont une certaine connaissance scientifique et qui s'intéressent à la nature en général. Quand on décide de faire de l'agriculture biologique, on devient partenaire du monde vivant, c'est-à-dire qu'on travaille en collaboration avec le monde vivant pour produire de la nourriture. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de plaisir à pratiquer cette forme d'agriculture, c'est parce qu'on est en communion avec ce monde vivant, on travaille en collaboration avec le monde vivant, et il n'y a pas de fin dans l'émerveillement qu'on peut trouver dans ce travail-là, en communion étroite avec le vivant. Alors, on découvre continuellement, on est continuellement en processus d'apprentissage. Moi, je pense qu'on a la capacité, avec tout ce qui est présent dans notre environnement ici, de créer une dynamique écologique qui va faire en sorte que le milieu de production, qu'on parle d'une petite, d'une moyenne ou d'une grande surface, va pouvoir s'équilibrer de lui-même, s'autoréguler et faire en sorte qu'on n'aura pratiquement pas d'intervention de contrôle direct à faire. C'est-à-dire qu'ici, pour contrôler les ravageurs, on travaille principalement avec la prévention. C'est-à-dire qu'on travaille avec une fertilisation organique. Une rotation des cultures, c'est vraiment fondamental. Pour faire de la rotation des cultures, ça prend une certaine diversité dans la production. On va travailler avec certaines techniques de contrôle mécanique. Donc, on pourrait travailler, par exemple, avec des géotextiles. C'est des toiles qu'on utilise pour recouvrir des cultures pendant une période où elle est plus vulnérable. On va travailler avec certaines associations aussi qui vont faire en sorte que les ravageurs vont avoir plus de difficultés à repérer leurs plantes hôtes. On peut utiliser des plantes répulsives aussi pour berner les ravageurs. Et dans des cas plus extrêmes, on va travailler avec certains insecticides biologiques, mais on va toujours essayer de travailler avec le produit qui va miner le moins possible la biodiversité qu'on est en train de construire. Bien, les consommateurs sont habitués, quand ils vont au supermarché, d'avoir des fruits, des légumes d'apparence tout à fait parfaite. Moi, maintenant, quand je vois une pomme parfaite, je suis inquiet. Je veux dire, ça ne me rassure pas du tout. Quand je vois une pomme parfaite qui brille, je me dis, cette pomme-là, elle a été traitée. Quand j'achète mes pommes biologiques, je vois qu'il y a des pommes un peu difformes, qu'il y a des petits picots dessus, puis même si je trouve un verre de temps en temps dans une pomme, je veux dire, je ne serais pas du tout offusqué de ça. Au contraire, je suis fier
d'avoir un fruit qui est issu d'une gestion écologique. Donc, il faut accepter qu'il y ait un tout petit peu de dommages. C'est sûr que, je veux dire, on ne fournira pas à nos clients là, des fruits et des légumes pourris. Là. Je veux dire, il faut que la saveur soit là, il faut que la qualité soit là, mais on n'a pas besoin de cette espèce d'uniformité, de cette espèce de perfection qu'on retrouve au supermarché, qui, à mon sens, ne fait qu'indiquer qu'on est dans une production hyper spécialisée et que les fruits ont été traités à maintes reprises pour atteindre cette perfection esthétique qui n'est pas du tout nécessaire pour notre appréciation de l'aliment. Les gens sont très étonnés quand ils viennent visiter ces jardins pour la première fois de constater la productivité de la culture biologique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui étonne les gens. Quand on a commencé à ouvrir nos jardins au public, je veux dire, on s'est toujours affiché comme étant des jardins biologiques. Alors, il y a bien des gens qui avaient des préjugés et qui se disaient « Ah, jardin bio, ça va être des petites plantes. » Et bien de ces gens-là qui avaient des préjugés par rapport à l'agriculture biologique, qui ont visité nos jardins, ont complètement changé leur fusil d'épaule et se sont rendus compte que oui, l'agriculture biologique, ça pouvait être extrêmement productif. On se nourrit beaucoup de nos jardins. Nous autres, là, quand on est arrivé ici en 1980, l'objectif premier, c'était l'autosuffisance alimentaire. Bien sûr, on ne produit pas notre blé, puis on ne produit pas nos huiles. Mais au niveau des fruits et des légumes, je vous dirais qu'on est autosuffisant à 95 %. L'hiver, ça peut arriver occasionnellement qu'on va s'acheter un peu de laitue puis du brocoli. Là, ça arrive à l'occasion. Mais règle générale, on se nourrit de ce qui est dans le jardin. Donc, on est très près du rythme saisonnier. On suit vraiment la production. Donc, actuellement, on est au mois de septembre, on est dans l'abondance. Je veux dire, on a accès à peu près tout là, dans le jardin. Puis là, tranquillement, on va rentrer dans un cycle d'alimentation hivernale. Donc, on va tomber tranquillement plus dans les légumes racines, dans les courges, les potages qu'on va se préparer beaucoup. Alors, il y a vraiment un changement de régime alimentaire selon les saisons. Et c'est très intéressant parce que moi, je pense que la véritable gastronomie, c'est justement ça, c'est de suivre la production qu'il y a au jardin ou dans les champs au Québec. Hier, pour vous donner un exemple, on s'est fait un plat de légumes au four. Alors, on a été chercher au jardin du salsifis, du panais, de la pomme de terre, du céleri rave. On a mis des courges avec ça, des pommes de terre. On a préparé ça en morceaux, on a fait cuire ça avec un tout petit peu d'huile d'olive au four. On a rajouté en fin de cuisson de l'ail et des oignons. C'était le festin, hein, je veux dire. Pour la plupart des gens, vous leur diriez, je vous invite à venir manger des légumes racines. Les gens disent, ouais, ne pourraient pas nous préparer un canard à l'orange avec ça. Tu sais, on dirait que préparer un plat de légumes racines, c'est pas quelque chose de très alléchant. Mais c'était, chaque légume avait sa saveur particulière, c'était frais, ça venait d'être récolté dans le jardin. C'était de la haute gastronomie. C'était vraiment de la haute gastronomie. Ah oui, il y avait de la betterave aussi là-dedans. À un moment donné, tu prends une bouchée de betterave, tu as les sucres de la betterave qui sont un peu caramélisés. Alors, pour nous, la vie, c'est un festin perpétuel. C'est pas compliqué. Quand on a un jardin comme ça, où on a nos plantes aromatiques, nos fruits, nos légumes, on est toujours en train de célébrer la vie. Parce qu'on mange. La qualité est tellement extraordinaire que c'est une fête continuelle. Disons qu'avec les infrastructures qu'on a mises en place depuis quelques années, c'est difficile de se nourrir avec ce qu'on produit. Parce que les gens ont abandonné les chambres froides qu'on avait il y a 30-40 ans encore dans les maisons. L'hiver, on entreposait les légumes racines, on entreposait des choux. Il y a 30-40 ans, c'était de la salade de choux que les gens mangeaient l'hiver. Ils ne mangeaient pas de la laitue iceberg de Californie. Alors, toutes ces bonnes habitudes de conservation et ces bonnes habitudes alimentaires, parce qu'on avait une alimentation qui était
qui était calqué sur les saisons, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On mangeait du rutabaga l'hiver, on mangeait des carottes puis des patates, puis on mangeait du céleri rave puis des betteraves. Mais c'était salutaire parce que ce sont ces aliments-là qui ont la capacité de nous donner l'énergie dont on a besoin pour combattre le froid l'hiver. Alors, moi, les gens que je fréquente, dans les formations que je donne aussi, je recommande à tous les gens de s'aménager une chambre froide parce que c'est vraiment la technique de base pour la conservation des aliments pendant l'hiver et c'est une nécessité pour aspirer à l'autosuffisance. On n'a pas le choix. Moi, je pense pas qu'on pourrait se nourrir pendant l'hiver d'aliments congelés, par exemple. Ça ne serait pas approprié. Donc, il faut s'aménager un espace où il y a des conditions favorables pour la conservation des légumes racines, des choux, des pommes, des poires, à la limite des poireaux. À l'intérieur, dans la maison, on n'a pas besoin d'un espace particulier pour ça. On peut conserver les oignons, l'ail, les courges d'hiver. Donc, déjà, avec tous ces aliments-là, on a une base alimentaire qu'on peut compléter par d'autres choses. Mais non, il va falloir qu'on change nos habitudes et qu'on consacre plus d'énergie à l'alimentation. Puis c'est un plaisir de toute façon, hein? C'est pas une contrainte. Il faut s'adapter à notre climat. C'est pas compliqué, je veux dire, il faut comprendre ça. On a 6 mois d'hiver ici, donc il faut absolument développer un mode alimentaire qui repose sur les changements de conditions qu'on vit. Au printemps, quand la vie reprend, on a vraiment une envie pour manger du vert. Hein? On a l'appel de la chlorophylle. Alors, rendu au mois d'avril, on commence cette année de manger des carottes, puis des navets, puis des betteraves, puis des patates. Fait que là, on attend le printemps. Puis quand les premières laitues, les épinards, le mizuna, la roquette, la moutarde, les asperges arrivent, on se gave de ces aliments-là. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on se reminéralise, qu'on rétablit le taux vitaminique de notre organisme, qu'on est prêt à démarrer nos activités printanières. Ça arrive à point nommé. Alors, on est issu du climat, hein? Je veux dire, c'est pas compliqué. On parle des changements climatiques par les temps qui courent. Il va falloir se rendre compte que le climat, c'est vital. Si on se préoccupe pas du climat, on n'existera plus dans 30-40 ans. Alors, il faut être lié intimement au climat. Bien, actuellement, il est en train de se mettre en place l'agriculture soutenue par la communauté, qui est un programme extrêmement intéressant. C'est le système des paniers, là, où les consommateurs sont en lien direct avec un producteur. Et cette formule-là semble très populaire. Ça semble répondre vraiment à un besoin des gens qui vivent en ville principalement. Et moi, ce que je pense, c'est que les producteurs qui sont impliqués dans ces programmes-là pourraient, eux, aménager des chambres froides, conserver des légumes de conservation chez eux et faire une livraison périodique aux gens de la ville qui peuvent quand même conserver des carottes 3-4 semaines dans leur réfrigérateur. Donc, pendant la saison hivernale, ça ne serait pas nécessaire qu'il y ait une livraison par semaine. Ça pourrait être une livraison par mois, par exemple. Et de cette façon-là, les gens pourraient avoir à leur disposition des légumes racines, légumes d'hiver adaptés aux besoins de la saison et à un prix intéressant. Et toute la formule de mise en marché, toute l'économie, finalement, doit être revue et corrigée. Hein. Des informations aussi? Oui. Cette semaine, à Maisonneuve, il y avait... Vous savez c'est quoi, l'émission Maisonneuve, là, le midi? La tribune publique, là. Puis il y avait un docteur Fortin qui était là pour parler des OGM. C'était lui qui donnait l'information, puis les gens appelaient. Ce qu'il a pu dire comme mensonge, c'est un gars de l'université McDonald's, ce gars-là. Il est docteur en sciences végétales, en culture végétale, je ne sais pas trop quoi. Là. Ce qu'il a pu dire comme mensonge, cet homme-là, là, c'est incroyable. Incroyable. J'ai essayé d'appeler, je n'ai pas eu la ligne. Là. Il y avait trop de monde qui appelait. Mais tout le monde disait qu'il voulait avoir le droit de choisir. OK, qu'il en fasse des OGM, mais qu'il nous laisse être juge. Est-ce qu'on... Puis ils ne veulent pas nous laisser le choix, hein? Pas en tout, parce que c'est sûr que si c'était étiqueté, il n'y a personne qui l'achèterait. Le docteur Fortin disait, on fait ce que les consommateurs nous demandent. Pas vrai. Pas vrai du tout.
il disait que les OGM n'avaient aucun impact sur la biodiversité. Il disait que c'était impossible de déterminer que les OGM étaient mauvais pour la santé. Les mensonges qu'il a dit, c'est aberrant. Puis je veux dire, c'est un docteur, là, ce gars-là. Là. Oui, oui. Il était là, à Radio-Canada, puis c'est lui qui répondait aux questions. Alors, beaucoup de désinformation, bien sûr. Bien sûr. Les sociétés impliquées dans les biotechnologies ont de l'argent. Hein? Fait que les programmes de communication, ils n'ont pas de misère avec ça, eux autres, de mettre une couple de millions là, pour faire la publicité dans des petits journaux. Les gens sont naïfs, sont très naïfs. D'où ça vient, les OGM? Ben, les OGM, en fait, c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle science, en fait, qui vient de la découverte des gènes et de l'ADN, c'est-à-dire la structure de l'information génétique. Donc, la première découverte, ça a été une cinquantaine d'années, en fait. Cette année, on célèbre le 50e anniversaire de la découverte de l'ADN. Mais les premières applications vraiment de la biotechnologie et des OGM remontent au début des années 80, hein, fin des années 70, fin 80, lorsqu'on a créé les premières plantes OGM, ou plantes transgéniques. Et en fait, les OGM, c'est le transfert d'un gène de n'importe quelle espèce vivante dans l'information génétique, si on veut, d'une autre espèce. Donc on peut insérer maintenant un gène de, je sais pas, par exemple d'une bactérie dans une plante, d'un poisson dans les fraises, un gène humain dans le porc, etc. Donc c'est vraiment révolutionnaire comme science, puisque ça, en fait, ça nous permet de transgresser les barrières naturelles qui existent dans la nature. Donc c'est une découverte qui a des conséquences, qui peut avoir des conséquences totalement radicalement nouvelles par rapport aux méthodes, disons, traditionnelles de croisement. Ben, je ne sais pas s'il y a des aspects positifs. Je pense que le seul aspect positif que je peux voir, c'est les avantages commerciaux pour les entreprises qui développent les OGM. En fait, plus de 90% de tous les OGM plantés dans le monde proviennent d'une seule entreprise, qui est l'entreprise Monsanto. Et cette entreprise Monsanto, c'est également l'entreprise qui nous a donné le DDT, par exemple, qui nous a donné les herbicides également. Et ce qui est très intéressant à savoir, c'est que la plupart des OGM qui sont actuellement commercialisés, qui sont actuellement plantés, hein, n'ont que deux types de caractéristiques. Environ 70% des OGM, on leur a inséré un gène de résistance à un herbicide. Et généralement, c'est l'herbicide que la même entreprise, Monsanto, vend, hein, l'herbicide Roundup, qui permet à cette entreprise, en fait, de vendre à la fois des semences transgéniques et l'herbicide qui va avec. Donc, c'était vraiment une tentative de contrôler ce marché de l'herbicide, en fait, en vendant des OGM qui vont avec. L'autre 30%, c'est en fait généralement l'insertion en particulier d'une bactérie dans la plante directement qui permet à la plante de produire directement son pesticide. Par exemple, le maïs BT, c'est le nom. Le maïs BT permet au maïs justement de produire le pesticide du maïs, qui est un insecte nuisible pour le maïs. Donc, soit on a rendu les plantes résistantes aux herbicides pour qu'elles ne meurent pas, hein, ou on a transformé la plante en fait en usine, si vous voulez, de pesticides elle-même. Donc au lieu d'asperger, la plante produit elle-même son pesticide. Donc on a déplacé en fait le problème des herbicides et des pesticides dans ce cas-là. Est-ce que c'est vrai que maintenant que ces plantes-là qui produisent leurs pesticides n'utilisent plus de pesticides? Non, pas du tout, parce que en fait, dans le cas du maïs BT, ce n'est que contre un insecte, la pyrale du maïs, qui est un ver qui attache la tige du maïs. Mais on sait très bien, dans tous les écosystèmes, lorsqu'on se débarrasse d'un soi-disant insecte nuisible ou d'une espèce nuisible, généralement, c'est remplacé par d'autres insectes. Donc des fois, il faut utiliser d'autres pesticides pour se débarrasser de d'autres types d'insectes. Donc peut-être qu'il y a une réduction du pesticide pour se débarrasser de la pyrale, mais ça ne veut pas dire automatiquement que c'est une réduction globale de tous les pesticides. Des fois, au contraire. Dans le cas des plantes, 70% des plantes qui sont résistantes à un herbicide, ça ne prend pas un doctorat en génétique pour comprendre que l'avantage de ça, c'est que si on ajoute un peu trop ou un peu plus d'herbicide, le fameux Roundup,
la plante ne meurt pas. Donc en fait, ce n'est pas forcément vrai qu'il faut moins d'herbicides sur les OGM. Au contraire, ça peut rendre l'utilisation des herbicides encore plus facile. Ben, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de tests qui ont été très larges et très longs sur le long terme et le moyen terme sur à la fois les écosystèmes et la santé humaine. Donc on ne connaît pas vraiment toutes les conséquences, principalement pour la santé humaine. Hein. Il peut y avoir de nouveaux types d'allergies, il peut y avoir la production de nouvelles toxines parmi ces plantes ou ces OGM qu'on mange. Au niveau de l'agriculture, je pense que les conséquences sont encore plus importantes, dans le sens que si effectivement il y a un herbicide qui a été inséré, si la plante devient résistante aux herbicides, ce qui se passe, c'est que si cette plante a une plante voisine ou cousine dans la nature, comme le canola par exemple, il y a des plantes voisines, cette résistance peut être passée aux soi-disant mauvaises herbes. Et donc, les agriculteurs peuvent se retrouver avec des problèmes les années suivantes de mauvaises herbes qui deviennent des super mauvaises herbes. La même chose pour les insectes. C'est évident que les insectes qui mangent, par exemple, du maïs BT, vont devenir effectivement, au bout de quelques générations, résistants. Ils vont s'habituer, si vous voulez, aux pesticides du maïs BT et devenir résistants. Donc, on va avoir des super insectes nuisibles également en bout de ligne. Donc, on reste avec les OGM dans la même logique que l'agriculture chimique depuis 30-40 ans, en fait. La Commission canadienne du blé, un organisme gouvernemental de mise en marché du blé, a demandé ouvertement et publiquement à Monsanto de retirer leur demande d'autorisation du blé. Parce que Monsanto a dit non. Donc c'est assez intéressant de voir que malgré les oppositions des producteurs, malgré l'opposition des consommateurs ici, malgré l'opposition des marchés extérieurs, l'entreprise veut obtenir à tout prix l'autorisation de disséminer du blé transgénique dans l'environnement. Je pense qu'ici, nous n'avons pas l'étiquetage obligatoire parce que nos gouvernements, aussi bien au provincial qu'au fédéral, savent très bien que si nous avions le choix, une majorité d'entre nous, d'après les sondages, 2/3 d'entre nous, s'ils avaient le choix, préféraient ne pas manger de produits avec des OGM. Donc l'enjeu vraiment, c'est que nous sommes des cobayes et que le seul moyen de nous en faire manger des OGM, c'est de ne pas nous le dire, de nous le cacher en fait. Oui, en fait, un gros problème, c'est celui de la contamination génétique. Et ce qui se passe, c'est que les agriculteurs principalement de l'Ouest, se rendent compte que le pollen transgénique peut effectivement contaminer les champs des voisins. Le vent, les oiseaux, les insectes, tout ça, ça voyage, ça ne s'arrête pas aux champs, à la limite des champs. Et le gros problème, c'est la contamination génétique d'un champ à l'autre. Donc des agriculteurs, principalement bio, mais pas uniquement bio, ont d'énormes difficultés à continuer à préserver leur certification biologique parce qu'il peut y avoir une contamination d'un champ qui provient d'un champ d'OGM. Il y a le cas effectivement de Percy Schmeiser, qui est un agriculteur conventionnel, qui en fait s'est fait poursuivre par Monsanto parce que bien entendu les semences transgéniques, il y a une licence, il y a un brevetage du vivant sur ces semences. Et donc cet agriculteur, sans le savoir, s'est retrouvé en fait avec ses champs, avec une contamination de son champ avec des semences transgéniques. Et donc Monsanto en fait a été en cours pour obtenir des compensations financières. Et en fait Percy Schmeiser n'est pas le seul agriculteur, il y a à peu près au moins 400 agriculteurs qui sont dans ce même cas-là. Donc on voit très bien également que les compagnies de biotechnologie comme Monsanto sont là également pour faire payer tous les agriculteurs, pas seulement ceux qui sont prêts à en planter, mais ceux également qui, à cause du vent, à cause de toutes sortes d'autres facteurs, on pourrait retrouver des OGM sur leurs champs. Mais en même temps, les agriculteurs, par exemple biologiques de la Saskatchewan, sont en train de se battre. Ils ont fait un recours collectif contre Monsanto et contre le gouvernement canadien, parce que justement, eux, ils ne peuvent plus produire de canola biologique et ne plus être sûrs, ils sont plus sûrs vraiment de la qualité et de la pureté, si on veut, de leur production. Donc vraiment, ils ont perdu ces cultures et donc ils demandent une compensation financière à Monsanto pour cette perte occasionnée. Ça serait bien mieux, bien entendu, qu'on fasse de la prévention, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas justement la dissémination d'OGM dans l'environnement avant que ces problèmes apparaissent. Tous les organismes de développement international qui travaillent depuis 20, 30, 40, 50 ans dans le milieu
savent très bien que ce n'est pas une question uniquement de technologie, et rarement une question de technologie, mais c'est des questions plutôt d'inégalité, d'accès aux revenus, d'accès à l'eau, rapport entre hommes-femmes, propriété de la terre, contrôle de la terre. Et ça, ce sont vraiment les vrais problèmes qui menacent en fait l'alimentation, la sécurité alimentaire des gens dans les pays du Sud. Et ce n'est pas nécessairement les OGM qui vont résoudre ça. Notamment que les OGM, les semences, il faut les acheter. Les acheter à Monsanto. Alors que la plupart des agriculteurs sur la planète cultivent eux-mêmes leurs semences et les replantent l'année d'après. Donc ce n'est pas les petits agriculteurs pauvres des pays du Sud qui vont pouvoir se payer des semences transgéniques de toute manière. Donc ça ne va certainement pas résoudre la faim dans le monde. L'autre question de la faim dans le monde, c'est qu'on produit déjà assez de nourriture et assez de calories pour tout le monde sur la planète. Environ 2500 calories par personne. Donc le problème, ce n'est pas uniquement de produire plus de calories, plus de nourriture, mais c'est vraiment de savoir pourquoi on ne peut pas répartir cette nourriture d'une manière plus égale. Et donc c'est un problème de pauvreté, c'est un problème d'inégalité. Ben, le gros problème, c'est que ici en Amérique du Nord et au Québec et au Canada, comme nous n'avons pas l'étiquetage obligatoire, c'est très difficile de savoir où se retrouvent les OGM. Cependant, il est possible quand même d'avoir une petite idée où se retrouvent ces OGM. Comme vous le savez, c'est le maïs, le soja et le canola. Et donc, tous les produits qui contiennent du maïs, du soja et du canola, mais également leurs dérivés, hein, ça peut être par exemple le maïs, ça peut être de la fécule de maïs, pour épicer les sauces par exemple. Mais le maïs, c'est également 50% de ce qu'on utilise comme fructose. Les gens ne se rendent pas compte que des fois, fructose, ils pensent à fruits, ils pensent à sucre, mais ils ne pensent pas que 50% du fructose provient du maïs. Donc des fois, des choses comme des confitures qui ont du fructose ajouté peuvent effectivement provenir du maïs et donc peuvent provenir de cultures transgéniques. L'autre manière, Greenpeace, c'est pour ça que Greenpeace a sorti un petit guide des produits avec et sans OGM, que les gens peuvent retrouver sur Internet, bien entendu, les gens peuvent le commander, et qui fait une liste basée sur les déclarations des entreprises, une liste des produits avec et ceux sans OGM également. Donc c'est aussi un autre moyen. Donc en l'absence d'étiquetage obligatoire, c'est un des outils qui existent pour que les gens qui veulent essayer d'éviter de manger des OGM, et puis qui en même temps veulent agir, c'est agir dans sa vie privée, mais également agir de manière collective, puissent avoir des outils d'action. Il y a eu quand même quelques incidents, par exemple on pense au maïs Starling, qui est un maïs qui était autorisé aux États-Unis pour l'alimentation animale, mais qui n'était pas autorisé pour l'alimentation humaine. Et la raison, c'est parce qu'un nombre de personnes faisaient une réaction cutanée par rapport à cet OGM. Et bien entendu, cet OGM, un maïs transgénique ressemble à un autre maïs traditionnel, s'est retrouvé dans l'alimentation humaine en l'an 2000. Et aux États-Unis, il y a eu un rappel de plus de 300 produits alimentaires. Et ça a coûté une fortune pour aller essayer de retracer tout ça et de les retirer du marché. On est tous des cobayes et on va le trouver dans quelques années peut-être s'il y a eu des risques, mais ça risque d'être un peu comme pour la cigarette, comme pour beaucoup de produits. On commercialise rapidement, mais on ne connaît pas les conséquences à moyen et long terme, et après ça prend des décennies pour prouver la causalité entre la réaction, le problème, et puis la cause de ce problème. C'est ça un peu, il faudrait appliquer en fait le principe de précaution qui dit qu'en gros, on doit agir, c'est-à-dire ne pas mettre sur le marché des produits s'il existe une incertitude scientifique quant à l'innocuité de ces produits. Et donc le fardeau de la preuve devrait être sur les entreprises pour prouver que c'est sécuritaire et non pas que le fardeau de la preuve soit sur le public en général pour aller prouver sans aucun doute qu'il y a des risques. Et donc c'est un peu le problème. On est en train de répéter effectivement les erreurs du passé. Ce qu'on leur demande, c'est qu'en tant que mesure intérimaire, de commencer immédiatement l'étiquetage des produits contenant des ingrédients issus du génie génétique. La deuxième demande, qui est, je pense, la plus importante, en fait, c'est que la compagnie Loblaws, qui contrôle plus de 7000 produits maison, comme Choix du Président, comme Sans Nom, en fait, retire les ingrédients qui contiennent des OGM. Et ceci a été déjà fait en Europe par les grandes
les grands supermarchés comme Carrefour, Sainsbury, Marks & Spencer. Et donc, c'est ce qu'on demande, qu'ils retirent comme première mesure de leurs produits qu'ils contrôlent directement, comme effectivement tous les marques choix du président, qui retirent les OGM. Troisième demande qu'on demande, c'est qu'ils informent leurs fournisseurs des autres produits, qu'ils retirent également à terme tous les OGM. Donc ce sont nos trois demandes. Et je pense que cette manière qu'on va gagner cette campagne, c'est en mobilisant le plus possible de personnes et de consommateurs et consommatrices pour qu'ils mettent des pressions directement dans les magasins. Donc chaque fois que vous allez dans les magasins, demandez de parler aux gérants, demandez le retrait des OGM, demandez l'étiquetage obligatoire et appelez également les numéros 1-800 et continuez à faire des pressions. En plus de ça, je pense qu'il y a quand même des choix personnels au niveau de l'alimentation. Et donc, c'est essayer de se questionner au niveau de qu'est-ce que je mange, pourquoi on mange ça, comment ça se fait. Et puis, se poser des questions au niveau de l'alimentation à long terme là-dessus. Oui, je pense que spécialement depuis 2001, je pense que le vent a tourné au niveau de l'opinion publique, au niveau de la perception et sur les OGM. Il y a de plus en plus de rapports scientifiques qui disent qu'effectivement on a été probablement trop vite dans le domaine des OGM. Et également, je pense que le refus par le gouvernement d'imposer l'étiquetage obligatoire, par les compagnies comme Loblaws qui refusent de retirer les OGM, les gens se demandent qu'est-ce qu'on nous cache tant? Et je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on essaie de nous cacher? Et je pense que c'est ce qui déclenche un peu des craintes parmi l'opinion publique en se disant, mais si les OGM c'était tellement bon, pourquoi on veut les cacher? Puis les gens ne sont pas bêtes, savent qu'à l'étranger, il y a plus d'une trentaine de pays qui ont maintenant l'étiquetage obligatoire. En Europe, ils ont des moratoires sur les OGM. Donc, ils savent ce qui se passe. Hein. On vit dans un système global et ça marche dans les deux sens. C'est pas seulement les entreprises qui sont globalisées, qui sont mondialisées, mais c'est également les mouvements comme les nôtres qui peuvent regarder ce qui se passe ailleurs et puis faire des comparaisons. Et en termes de comparaison, on est vraiment en arrière ici. Mais c'était la même chose en Europe il y a 3 ans. Il n'y avait pas l'étiquetage obligatoire, les compagnies n'avaient pas retiré les OGM. Et c'est grâce à l'action très spontanée de masse des gens au niveau des compagnies que les compagnies ont retiré les unes après les autres, ont retiré les OGM. Donc nous sommes devant le bureau du Premier ministre aujourd'hui pour lui rappeler une promesse électorale très claire qu'il avait prise au niveau des OGM et en particulier de l'étiquetage obligatoire des OGM. Donc nous sommes ici pour lui rappeler, lui dire qu'à la fois les organismes de consommation environnementaux, les syndicats, les groupes de producteurs agricoles sont en faveur de l'étiquetage obligatoire comme première mesure, si vous voulez, transitoire au niveau des OGM. Et donc, nous voulons simplement, nous souhaitons, si vous voulez, qu'il y ait l'étiquetage obligatoire en place d'ici la Saint-Jean-Baptiste 2004. Je pense que c'est une demande tout à fait raisonnable. 1 an pour mettre ça en place. Il y a eu déjà beaucoup de travail qui a été fait sur l'étiquetage, la traçabilité. Marie-France a fait beaucoup de travail là-dessus. Oui, l'étiquetage. Disons qu'il y a bien sûr, c'est un nouveau gouvernement, il y a d'autres dossiers, d'autres orientations, mais je pense qu'au niveau de l'étiquetage obligatoire, lorsqu'on a 97,5% des Québécois et Québécoises qui sont en faveur de l'étiquetage obligatoire, il devrait y avoir un consensus politique, même à l'Assemblée nationale, sur ce dossier. Donc, comme M. Charest, le PLQ était très clair et très précis à ce niveau-là, nous attendons qu'il y ait une annonce effectivement gouvernementale pour mettre ça en place. Bien entendu, il y aura les autres grandes questions gouvernementales qui seront là, qui seront dans le décor également. Mais je pense que dans ce dossier-là, il y a un consensus au Québec et même ailleurs, au Canada et en Amérique du Nord. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait effectivement l'étiquetage obligatoire très rapidement, pour que les gens puissent dire non aux OGM. C'est ça le grand but, c'est non seulement avoir un droit fondamental de choisir, mais c'est également de pouvoir dire non. OK, au niveau des sondages, au niveau de l'étiquetage obligatoire des OGM, au Québec, c'est environ 97,5% des gens sont en faveur de l'étiquetage obligatoire. On sait d'ailleurs, d'après un sondage interne qui a été fait pour le comité pour l'étiquetage volontaire à Ottawa, que d'après les sondages, à peu près 2 tiers, même plus de 2 tiers des gens éviteraient les OGM s'ils étaient étiquetés.
Donc je pense que c'est un peu, c'est très clair au niveau du message, c'est que la plupart des consommateurs et consommatrices veulent appliquer le principe de précaution pour eux-mêmes hein, et pour leur famille et éviter les OGM face à l'incertitude scientifique qui demeure actuellement. Ben, en fait, les entreprises européennes de distribution, les grands réseaux, à cause de la pression des consommateurs et consommatrices et à cause du fait qu'ils savaient déjà que les gouvernements s'apprêtaient à imposer l'étiquetage obligatoire, très rapidement, ces grosses entreprises, Carrefour en France, Sainsbury en Grande-Bretagne par exemple, ont carrément retiré les OGM parce qu'ils savaient eux aussi que l'écrasante majorité des consommateurs et consommatrices ne voulaient pas d'OGM. Je pense que c'est la seule chose que le gouvernement libéral a promis, c'était l'étiquetage obligatoire des OGM. D'accord? Nous, on réclamait également un BAP générique sur les OGM. On demandait effectivement l'arrêt de la dissémination des OGM dans l'environnement. Bon, ces promesses n'ont pas été faites. Mais celle qui a été tenue, c'était très clair, c'était l'étiquetage obligatoire. Donc, au minimum, comme citoyen, comme consommateur, on a le droit de savoir s'il y a des OGM et le droit de pouvoir dire non aux OGM si on veut le. Mais effectivement, je pense qu'on devrait appliquer au Canada et au Québec le principe de précaution et donc de ne pas accepter qu'on plante et qu'on dissémine dans l'environnement des OGM dont on ne connaît pas vraiment les conséquences sur les écosystèmes ou sur la santé humaine à moyen et long terme. Et la semaine dernière, vous avez émis un communiqué concernant la Commission canadienne du blé à Winnipeg. Oui, en fait, ce qui était très intéressant, c'est que, vous voyez, l'entreprise Monsanto a déposé une demande d'autorisation de son blé transgénique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement des oppositions de la part des environnementalistes, mais maintenant, c'est même des producteurs et même de l'agence gouvernementale, la Commission canadienne du blé, c'est une organisation gouvernementale canadienne qui, effectivement, demandait à Monsanto de retirer son autorisation de permis, s'il vous plaît, du blé transgénique. Et ça, c'est intéressant parce que dans les années 90, il n'y avait pas d'opposition des agriculteurs au niveau du maïs, du soja et du canola transgénique. Et donc, ça montre très bien qu'il y a eu un changement et qu'il y a un changement très rapide maintenant au niveau de l'opinion publique et au niveau des producteurs et même au niveau de certaines instances gouvernementales comme la Commission canadienne du blé.